Et tout de suite, nous allons recevoir toujours avec le même plaisir Monsieur Mbaye Mandao. Merci d'être là, proviseur du lycée Limamou Laye. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir, de partager avec vous une présentation, mais aussi de partager votre expérience. Merci d'être là. Merci infiniment de m'avoir donné cette occasion. Et je pense qu'on peut démarrer. Mes très chers élèves candidats au certificat d'aptitude professionnelle, CAP électricité, je m'adresse à vous. Alors, vous me voyez dans ma très belle blouse là. C'est parce que aujourd'hui, nous allons entrer en force dans les ateliers pour un cours appelé mesure électrique, qui est un cours de travaux pratiques, mais qui démarre par de la théorie, qui est un cours très important, parce qu'à l'examen, elle a une note éliminatoire. Si vous avez moins de 8, même avec une moyenne de 15 à l'examen, vous ne serez pas déclaré admis. C'est un cours d'une importance capitale. Mais n'ayez pas peur, parce que nous allons l'introduire et vous donner les bases. Vous allez facilement comprendre que ce n'est pas difficile. Alors, généralité sur les mesures électriques. Nous allons d'abord essayer de comprendre ce que c'est qu'une mesure, parce que c'est important de savoir ce que c'est qu'une mesure et quels sont les problèmes qu'on rencontre dans une mesure. Après quoi, nous allons faire connaissance avec les appareils de mesure, que vous connaissez déjà théoriquement d'ailleurs, parce que vous en avez entendu parler dans le cours théorique. Alors, nous allons commencer par un accord. Nous allons signer un accord entre vous et moi. Moi, je ne vous poserai pas de questions compliquées, je vous poserai des questions simples, mais vous aussi, vous allez me donner des réponses simples. Voilà. Chers élèves, dites-moi d'abord pourquoi on mesure une grandeur. Quel est le but d'une mesure? Mesurer, c'est interroger. Donc, on mesure une grandeur, c'est simplement dans le but de connaître sa valeur. Donc, vous pouvez noter déjà dans vos cahiers. Premier tiré, on mesure une grandeur dans le but de connaître sa valeur. Ça, c'est très simple. Mais ce qui ne va pas certainement être simple pour vous, peut-être que vous n'avez jamais fait attention à ça, c'est que quand vous mesurez une grandeur, vous ne pourrez jamais connaître la valeur exacte de cette grandeur-là. Peut-être que nous n'avons jamais fait attention à ça. Quand je compte le nombre d'élèves dans la classe, ici, je compte 1, 2, 3, 4, j'ai 20 élèves. Voilà. Ça, on peut dire que c'est exactement 20 élèves. Mais si on essaie de mesurer la distance qui sépare deux élèves, on ne peut donner cette distance qu'approximativement. Et regardez bien, pour les mesures électriques que nous allons voir aujourd'hui, regardez bien, les appareils que nous allons utiliser et que vous en avez déjà entendu parler en théorie. Prenons l'exemple du voltmètre, qui, comme vous le savez, mesure les tensions. Le voltmètre comporte ce qu'on appelle un cadran qui est gradué, c'est-à-dire numéroté. 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à 100. On verra tout à l'heure. Alors, il y a une aiguille, comme les aiguilles d'une montre, qui, lorsque vous ne branchez pas le voltmètre, se met devant le zéro. Mais quand vous branchez le voltmètre, l'aiguille se déplace. On dit que l'aiguille dévie. L'aiguille dévie et indique une valeur. Alors, dans cet exemple-là que nous avons au tableau, dites-moi combien affiche ce voltmètre. Que chacun donne une valeur. Voilà. Vous pensez qu'elle affiche 16,75, 70, 80. Personne ne pourra jamais dire combien ça fait exactement. Personne. Exact. Personne. Donc, on peut mentionner avant de passer que par une mesure, on ne peut jamais connaître la valeur exacte d'une grandeur. Ça, il faut le retenir.
Maintenant, ce qu'on peut dire, par contre, à coup sûr, c'est que ça fait plus de 16,50 même. On peut même dire que ça fait plus de 16,50. Et ça fait moins de 17. On peut donner une valeur encadrée. Donc, une grandeur que vous mesurez sera toujours à quelque chose, connue à quelque chose près, qu'on appelle l'incertitude sur la mesure. Mais ça ne pose aucun problème. Parce que prenez mon pantalon là que je porte, on m'a dit que ça fait 110, peut-être que ça fait 111 ou 109, mais il n'y a pas de problème, je le porte. Donc, même si vous ne pouvez pas mesurer la valeur exacte d'une grandeur électrique, les mesures que vous ferez serviront à beaucoup de choses. Ça, donc, c'est le premier problème d'une mesure. Donc, on mentionne à la ligne, une grandeur mesurée sera toujours à quelque chose, connue à quelque chose près, appelée incertitude sur la mesure. Voilà. Maintenant, une fois qu'on fixe ça, nous allons commencer à utiliser les appareils de mesure. Nous allons commencer à les connaître. Et pour cela, donc, nous allons mettre au grand 2, ça ne vient pas, ok. Grand 2, oh. Grand 2, les appareils de mesure. Voilà. Les appareils, il faut les connaître pour les utiliser correctement. Parce que si vous ne les branchez pas correctement, vous allez les bousiller. Alors que le plus petit appareil coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut bien connaître les appareils. Quand vous avez un appareil entre vos mains, il y a des informations que vous devez chercher tout de suite. Alors, donc, nous allons commencer par dire, premièrement, information donnée sur un appareil. Information donnée sur un appareil. Alors, quand vous avez un appareil entre les mains, la première chose qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle la position d'utilisation. Dans quelle position cet appareil doit être utilisé. Cherchez sur l'appareil, vous verrez l'un de ces trois signes. Si vous voyez ce signe-là, c'est que c'est un appareil que vous allez utiliser horizontalement. Si vous voyez celui-ci, c'est un appareil que vous allez utiliser verticalement. Si vous voyez celui-ci, c'est un appareil que vous allez utiliser obliquement. Maintenant, je vous signale tout de suite que sur l'appareil et autour même de ces signes-là, vous verrez d'autres indications, mais qui ne vous concernent pas pour le moment. Parce que vous êtes en train de faire un diplôme très important qui va vous faire entrer dans la vie active, le CAP, mais pour le moment, on ne va pas tout vous dire. Parce qu'après votre CAP, vous ferez le BP, le BT, etc. Et en ce moment, vous verrez d'autres compléments. Donc, regardez pour le moment simplement ces trois éléments-là. Donc, ça, c'est la position d'utilisation de l'appareil. Deuxième information qu'il faut chercher, vous avez déjà vu en première année, le premier type de courant, c'est le courant, très bien, le courant continu. Et en deuxième année, le programme est consacré au courant alternatif. Il y a des appareils que vous ne pourrez utiliser qu'en courant continu seulement et des appareils que vous ne pourrez utiliser qu'en courant alternatif seulement. Et il est important d'identifier l'appareil. Bon, maintenant, je vous dis que la plupart des appareils modernes que vous avez aujourd'hui sur le marché sont utilisables aussi bien en continu qu'en alternatif. Alors, si l'appareil est utilisable en continu seulement, vous verrez ce signe-là, le signe du courant continu que vous avez appris depuis la première année. Si l'appareil n'est utilisable en alternatif seulement, vous verrez le signe du courant alternatif. Alors, la plupart des appareils seront utilisables aussi bien en continu qu'en alternatif. En ce moment, vous verrez à la fois les deux signes
mais avec ce bouton-là auquel on va donner le nom de sélecteur parce qu'il sélectionne. Donc, selon la nature de la mesure que vous voulez effectuer, vous allez vous positionner en continu ou bien en alternatif. Voilà. Maintenant, je rappelle, et ça c'est important, qu'il y a d'autres informations, bon, mais ne les regardez pas. Pour le moment, elles ne vous concernent pas. Alors maintenant, nous allons prendre en main les deux appareils les plus utilisés. Vous connaissez déjà, vous avez déjà vu, dès le début de votre formation, l'intensité d'un courant. L'intensité d'un courant, il faut trouver un moyen de la mesurer. Alors l'intensité d'un courant se mesure à l'aide d'un appareil qu'on appelle ampère-mètre. Règle générale, pour la plupart des appareils, on prend le nom de l'unité et on ajoute mètre. Ampère-mètre, voltmètre, wattmètre, etc. Alors l'ampère-mètre, comment il se présente? On va lui donner un symbole parce que tout à l'heure, nous allons le mettre dans un schéma. Alors le symbole de tous les appareils, d'une manière générale, c'est un cercle de diamètre à peu près 6 mm, à l'intérieur duquel on marque la lettre A comme ampère en majuscule. Il y a des unités en majuscule et des unités en minuscule. Et ici, on va lui mettre une borne d'entrée et une borne de sortie pour organiser son branchement dans le circuit. Pas compliqué. Voilà. Mais je vous avertis que l'ampère-mètre est là pour mesurer l'intensité d'un courant, mais que cette mesure-là va s'accompagner d'une petite perturbation. Due à quoi? On le verra ultérieurement. Mais pour le moment, retenez que dans n'importe quel appareil, dans l'ampère-mètre, il y aura une petite résistance qu'on appelle la résistance interne dans l'ampère-mètre. Et cette résistance-là va faire encore quelques petits problèmes, va compliquer davantage les mesures. Mais elle est bien là, il faut le savoir. Et vous savez que les résistances sont notées par la lettre R, R comme résistance, mais la résistance interne des appareils particuliers, celle de l'ampère-mètre, par exemple, on les note pour ne pas les confondre avec les autres résistances par la lettre qui désigne l'appareil. Donc la résistance interne de l'ampère-mètre sera notée par la lettre petit a. Petit a. Et en termes de schéma, ça va équivaloir à ça. Un ampère-mètre dit idéal, qui n'a pas de résistance interne, est maintenant en série avec une petite résistance petit a. Je rappelle que quand je vous montrerai l'ampère-mètre, vous ne verrez pas le R. Ça, c'est un schéma. Et le R est important. Le A est important, vous ne le verrez pas, mais il est important. Donc ça, c'est l'ampère-mètre. Maintenant, l'ampère-mètre va mesurer l'intensité du courant qui le traverse. Nous allons prendre note tout à l'heure. Ça veut dire que il faut faire en sorte que l'intensité du courant qu'on vous mesurez traverse l'ampère-mètre. Ça, on peut le comprendre. Si je vous donne un coup de poing et je donne à l'autre un autre coup de poing, personne ne peut sentir le coup de poing de l'autre. L'ampère-mètre mesure l'intensité du courant qui le traverse. Ça veut dire que si on a un circuit, il faut faire en sorte que le courant qui circule dans ce circuit traverse l'ampère-mètre. Prenons l'exemple d'un circuit simple. Nous avons ici un générateur qui alimente un résistor. On vous a déjà dit, dès la première année, que l'intensité du courant quitte la borne plus, passe par le résistor R et retourne à la borne moins. On veut faire en sorte que cet ampère-mètre-là mesure cette intensité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper ce fil-là, les fils que nous avons ici, il faut l'enlever. Et maintenant, quand on quitte le plus du générateur, avant d'aller sur le résistor, on passe par l'ampère-mètre. Ça va donner un schéma très simple, regardez bien. Donc cette fois-ci, je pars de la borne plus. Avant d'aller sur le résistor, je fais la borne d'entrée de l'ampère-mètre. Bon, je ne représente pas la résistance interne, tout le monde sait qu'elle est là. Et maintenant, je sors de là
je vais sur le résistor et je retourne à la borne moins. Donc l'intensité du courant qui quitte la borne plus du générateur va inévitablement passer par l'ampère mètre. Alors ainsi branché, on va le noter, l'ampère mètre, on dit qu'il est en série dans le circuit, en série. Voilà. On sort d'une borne, on entre par l'ampère mètre, on sort de l'ampère mètre, on va continuer le circuit, on dit que l'ampère mètre est en série. Donc voilà l'ampère mètre. On y reviendra tout à l'heure. Alors, deuxième appareil que vous allez utiliser et que vous connaissez depuis la première année, c'est le voltmètre. Le voltmètre, comme on vous l'a déjà dit, va permettre de mesurer les tensions. La tension entre les bornes d'un circuit. Alors, son symbole, comme l'ampère mètre, on reconduit le cercle et à l'intérieur du cercle, on met la lettre V comme volt. Et il y a une borne d'entrée et une borne de sortie. Mais le voltmètre, lui aussi, va mesurer la tension qu'il y a entre ces bornes. Donc, si je reviens à mon circuit de tout à l'heure, j'ai une tension entre les bornes du générateur et c'est cette tension-là qui s'applique entre les bornes du résistor. Je veux faire en sorte que le voltmètre lise cette tension. Donc, il me faut simplement faire en sorte que cette tension s'applique aux bornes du voltmètre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une borne du voltmètre, on la branche ici. Okay? On prend une borne du voltmètre, on la branche à cette borne-là. Et l'autre borne du voltmètre, on la branche en bas. Donc vous voyez que la tension qu'il y a entre les bornes du générateur, qui est celle entre les bornes du résistor, va s'appliquer aux bornes du voltmètre qui va donc la lire. Alors ce branchement-là, vous voyez qu'il est bien différent de celui de l'ampère-mètre. Ici, le voltmètre est branché en parallèle. Voilà. Maintenant, comme l'ampère-mètre, le voltmètre lui aussi a ses facteurs perturbateurs parce que lui aussi, il a une résistance interne. Une résistance interne que nous noterons par la lettre V, qui est une résistance qui est là. Et on verra les complications que ces éléments-là vont apporter tout à l'heure dans les manipulations. Donc, voilà les deux appareils que vous utiliserez le plus. On verra le wattmètre, mais c'est quand votre professeur de manipulation vous aura fait les TP sur l'ampère-mètre et le voltmètre et que vous les brancherez correctement, vous verrez qu'en ce moment, vous brancherez sans aucune difficulté le wattmètre. Et là, vraiment, vous savez beaucoup de choses, mais on va vous donner encore un élément d'une importance capitale qui permet d'utiliser ces appareils et de lire facilement. Et une fois que vous dépassez cette étape-là de branchement de l'appareil et de lecture, tout le reste, c'est des informations qu'on va vous donner et que vous pourrez exploiter sans difficulté. Alors, sur ces appareils, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut comprendre et bien comprendre. Chaque appareil a ce qu'on appelle un calibre. Un calibre. Alors, quand je vous dis le mot calibre, bon, c'est sûr que vous l'avez déjà rencontré dans la vie courante. Bon, on ne vous demande pas de donner son homonyme, c'est comme ça qu'on dit. Ça, vous demanderez au prof de français. Mais en tout cas, nous, techniciens, derrière l'idée de calibre, on a quelque chose en tête. Qu'est-ce que c'est qu'un calibre? Prenez deux lutteurs, prenez Yao Dial et Tyson. Est-ce qu'ils ont lutté une fois dans leur vie, dans leur carrière? Non. Pourquoi? Possible. Ils ne sont pas de même calibre. Non, parce que Yao Dial a des parents. Très bien. Voilà. Donc, aussi, moi, peut-être si... Bon, et ça, c'est voilà pour tout le monde. Chacun connaît son calibre dans la vie. Exactement. Voilà. Derrière l'idée de calibre, il y a, la notion de force, la notion de poids, la notion de taille.
Alors, le calibre d'un appareil de mesure désigne simplement la plus grande valeur que l'appareil peut mesurer. C'est tout ce que signifie le calibre. Ça veut dire que si vous avez un ampèremètre ou bien un voltmètre de calibre 150, vous pouvez au maximum mesurer 150 volts avec cet appareil. Si vous voulez mesurer 220 volts, allez chercher un appareil qui comporte un calibre de 300 volts par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le calibre. Maintenant, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que un électricien, donc, peut avoir besoin de plusieurs appareils. Pourquoi? Parce que, on le verra dans la pratique. Quand on mesure une grandeur, il est conseillé de prendre un calibre très proche de la grandeur à mesurer. On verra tout à l'heure la procédure de sélection du calibre. Donc, le calibre, il faut le choisir pour qu'il soit le plus proche possible de la grandeur à mesurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électricien doit avoir, parce que souvent il a besoin de mesurer de petites piles de télécommande, qui font à peu près 1,5 volts. Donc, il me faut un appareil de calibre 2 volts, par exemple. Cal égale 2 volts. Premier appareil. Alors, il y a d'autres piles qui sont un peu plus costauds, qui sont dans les postes radio, qui font à peu près 4,5 volts. Donc, je prends un deuxième appareil de calibre 6 volts, par exemple. Appareil 2, cal, égale 6 volts. Voilà. La batterie de mon véhicule, c'est l'ampèremètre, le voltmètre qui me... La batterie de mon véhicule fait 12 volts. Un véhicule qui a une batterie de 12 volts, j'ai souvent besoin de vérifier. Là, il me faut un troisième appareil, appareil 3, cal, égale 15 volts, par exemple. Les gros camions, là, ils ont des batteries de 24 volts. Donc, appareil 4, cal, égale 30 volts, par exemple, etc. On peut même aller jusqu'aux machines à courant continu que vous verrez dans les autres formations, où les tensions font environ 120 volts. Là, vous avez un cinquième appareil, éventuellement, de cal égale 150 volts, voilà, etc. Donc, l'électrotechnicien doit avoir son sac, et à l'intérieur de ce sac, à peu près 5 ou 6 appareils. Le fabricant d'appareils dit non, on ne va pas faire ça. Je vais vous faire un seul appareil dans lequel vous avez plusieurs calibres. Et maintenant, c'est à vous de sélectionner votre calibre au moment d'effectuer votre mesure. On verra comment. Peut-être la prochaine fois. On verra ça la prochaine fois. Donc, ici, si vous voulez, sur l'appareil également, vous verrez un bouton qui vous permettra de sélectionner les calibres. Et on peut donc prendre en main notre voltmètre. Le voltmètre là, si vous le regardez bien, vous verrez que on vous a présenté la nature du courant en mettant un sélecteur et les calibres en mettant un sélecteur. On peut organiser, vous trouverez des appareils qui sont organisés autrement. Mais si vous vous familiarisez avec un appareil, vous pourrez facilement utiliser l'autre. Regardez bien ces élèves ici. Si vous regardez bien, qu'est-ce que vous voyez? Il y a une partie du cadran qui est graduée qui est en rouge et une partie qui est en couleur blanche. Alors, si vous regardez bien, vous verrez un sélecteur qui peut passer d'un côté comme de l'autre côté. C'est parce qu'ici, on a une autre organisation de l'appareil. On a combiné la nature du courant et les calibres. Si vous voulez faire une mesure en continu, vous sélectionnerez votre calibre ici, dans cette plage-là, blanche, où vous avez le signe du courant continu. Et si vous voulez maintenant faire une mesure en alternative, vous allez de l'autre côté. Donc ici, l'appareil est organisé autrement. C'est-à-dire qu'on a combiné les calibres et le signe du courant. Donc, une fois que vous familiarisez avec... Et à l'examen, il n'y a pas de problème. Si vous avez de petites informations sur lesquelles vous doutez, parce que même le professeur qui prend l'appareil pour la première fois a besoin de se familiariser avec l'appareil. Ce n'est pas un problème que de lui poser certaines questions si vous n'êtes pas totalement sûr. Donc, la prochaine fois, on va voir avec tout ça... Donc, à l'examen, ce sera et la théorie et la pratique. Très important, question très importante. À l'examen,
on vous donne ce qu'on appelle une préparation à faire, que vous faites en 2 exemplaires. On vous donne du papier carbone et vous l'intercalez. Ou bien, vous faites une préparation et vous recopiez. Cette préparation est notée entre 6 et 8. Après, vous rendez la préparation à l'examinateur qui la corrige. Il vous donne le matériel, vous faites le branchement, et après le branchement, il vient contrôler. Et quand il a fini de contrôler, on met la tension et vous faites la manipulation. Cette partie est notée à peu près sur 6 points. Et après ça, vous faites vos relevés et vous faites votre compte rendu. Le compte rendu est environ noté sur 8 points. Ça veut dire que donc, si vous faites une excellente préparation, parce que même lors du montage, quand vous ratez la première fois, il vous rectifie, vous n'avez pas 0 sur 6, il vous donne peut-être 4, ou etc. Et après, quand vous faites votre compte rendu, vous avez des points. Ça veut dire que donc, si vous préparez correctement, vous pouvez taper une très bonne note en mesure, qui est d'un coefficient très grand et qui fait, je le rappelle, l'objet d'une note éliminatoire. Donc, en tout cas, pas de 8, car 8, c'est éliminatoire. Même si vous avez 19, oui. Même si vous avez 19, surtout les matières pratiques, on ne badine pas avec. Si vous voulez être un technicien, parce qu'après votre diplôme là, chers élèves, vous pouvez intégrer le monde du travail. On ne va pas vous laisser aller faire des dégâts. C'est pourquoi, avec les matières pratiques, les gens ne badinent pas. Et c'est des matières qui ne sont pas compliquées. Vous pratiquez, vous lisez correctement vos théories, vous pratiquez et vous en sortez. Vous sortez, bon, vous allez entrer dans le monde du travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mbaye. Toujours avec le même plaisir. Merci pour la fluidité. Merci aussi pour la présentation. Je pense que c'est très, très clair. En tout cas, Dr Massamba, c'est pour les élèves qui préparent le certificat d'aptitude professionnelle. Je pense que c'est bien ça. Ils sont très bien servis aujourd'hui par le proviseur du lycée Limamoulaye.